Merci beaucoup. Donc Xavier Rebouche, je suis chercheur en agroécologie ici à l'INRA et j'ai une partie de mon temps la responsabilité de réfléchir à comment la communauté scientifique prend en considération la question du numérique, quelles sont ses propositions et surtout comment ça change sa manière de travailler. Et accessoirement, ça nous amène à avoir un regard critique sur le numérique tel qu'il est développé actuellement et éventuellement à formuler un certain nombre de propositions. Donc c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui, comment le numérique peut être au service des transitions agricoles et alimentaires. Et peut-être la première chose historiquement que le numérique a fait, c'est protéger les cerises contre les merles. Mais évidemment, ça a fait beaucoup plus que ça. Donc je vous propose une présentation avec une trentaine de diapositives dans lequel on va aller progressivement du numérique à l'état actuel et puis peut-être le numérique à ce qu'il ne fait pas ou ce qu'il devrait faire mieux qu'il le fait actuellement. Donc juste pour commencer, le numérique est bien une réalité, vous le savez, mais là j'ai pris un exemple qui est emblématique de la vitesse à laquelle des solutions qui relèvent du numérique peuvent être prises en charge par la société. Ici, on est chez les marailleurs australiens avec quelque chose que vous trouverez sur Internet qui s'appelle Internet of Oyster, un jeu de mots sur Internet of Things, qui est simplement une application qui permet de regarder quel est l'état de l'eau au-dessus des parcs à huîtres. Et chaque fois qu'il y a une pluie intense dans le système australien, les huîtres sont déclarées impropres à la consommation tant que la turbidité de l'eau n'a pas été restaurée, parce qu'elle peut entraîner un certain nombre de métaux lourds et autres. Et jusqu'à présent, ils avaient l'obligation de respecter 48 heures de délai avant de retourner exploiter les huîtres. Et depuis qu'il y a ces capteurs connectés à des téléphones, eh bien, ils peuvent attendre juste le retour du seuil. Et donc, cette simple innovation a été optée par l'ensemble des marailleurs australiens. Et 3 ans plus tard, 96% des personnes utilisent cette technologie. Donc vous voyez un taux d'adoption extrêmement fort et derrière ça, plusieurs dizaines de millions de dollars australiens économisés. Donc voilà un exemple qui montre que le numérique et les capteurs connectés, sont une réalité et 2 peuvent répondre à une vraie attente et à un vrai besoin. Ce qu'on va voir maintenant, c'est que le numérique a effectivement un fort pouvoir transformant, même si vous en avez déjà parlé un peu ce matin. Et puis surtout qu'il a un deuxième aspect qui nous intéresse beaucoup plus et sur lequel on va passer un petit peu plus de temps, qui est celui d'intégrer les externalités dans les cahiers des charges en amenant une forme de confiance et une certification, et c'est un point essentiel de mon propos. Alors la première, à partir de cet exemple qui est issu d'une thèse qui a été menée et soutenue l'année dernière, qui fait en fait un test de dégustation et qui essaye à travers ce test de dégustation de mesurer le consentement à payer des consommateurs. Et donc le schéma que je résume ici se lit de la gauche à la droite. Le premier niveau de lecture fait par les dégustateurs, c'est de donner en aveugle leurs préférences pour les vins qu'ils vont déguster. Et donc à ce stade, ils n'ont aucune information. Et donc ils donnent ce qu'ils considèrent comme étant simplement leur plaisir à avoir dégusté ces différents vins. Puis on va leur fournir successivement 3 informations de suite. La première information que l'on va leur apporter va être de leur donner le nombre de traitements que les vignes ont reçus pour fabriquer cette bouteille. La seconde information qu'on va leur donner, c'est à quel type d'agriculture cette bouteille se réfère. Est-ce qu'on est en agriculture biologique, en biodynamie, en agriculture conventionnelle standard ou premium, celle qui essaie de faire un effort par exemple sur l'utilisation des sulfites. Et le dernier niveau d'information que l'on va leur fournir, c'est combien il y avait de résidus de pesticides dans le verre qu'ils ont dégusté. Vous voyez qu'en fait, dès le premier niveau d'information, l'affaire est sans appel. Le choix des consommateurs est profondément modifié par l'apport d'une information sur la manière dont le produit qu'ils achètent a été produit en amont. Autrement dit, les consommateurs, à travers leur choix, pour peu qu'ils soient informés, sont en mesure de modifier assez considérablement la chaîne de production de la partie agricole jusqu'à la partie consommation des aliments. Voici une illustration, on en verra d'autres,
qui montre que sans doute le point le plus important que le numérique peut apporter sur la transition des systèmes agroalimentaires est la fourniture d'une information et d'une forme de transparence qui va pouvoir permettre de relier ce que les gens consomment à la manière dont ces produits ont été obtenus. Je vous présente ici un autre exemple qui est celui d'une filière qui produit des biscuits et qui a, elle aussi, choisi dans les années 96, puis mis en place après, un système de cahier des charges qui s'appelle l'U-Harmonie et qui vise, à travers 50 mesures, à s'assurer que les agriculteurs qui approvisionnent ces filières respectent un certain nombre de mesures qui semblaient vertueuses. Là aussi, en moins de quelques années, une grosse majorité de leur système d'approvisionnement répond au cahier des charges et fait selon le cahier des charges. Ça concerne un nombre important d'agriculteurs, de surfaces, de coopératives et de meuneries. Évidemment, pour être crédible, l'entreprise qui fait cette transformation ne peut pas décider elle-même que les produits répondent au cahier des charges, et donc ils se sont associés à un organisme de certification qui vérifie que les partenaires respectent bien la charte en question. Alors, dans la charte en question, il y a un certain nombre de choses qui relèvent de la qualité même des produits et de la manière de leur obtention, et il y a des choses qui sont moins directes, notamment une des recommandations pour pouvoir coller à la charte, c'est de ne collecter le blé que chez des producteurs qui ont mis en place sur leur exploitation des bandes fleuries. Le bilan des courses, c'est qu'en 2016, à cause de la charte, il y avait 935 hectares supplémentaires de bandes fleuries en France. On voit donc bien la démarche. On part d'un cahier des charges qui est amené à être rendu, enfin à apporter une forme de confiance à travers une forme de certification. Cette certification garantit une différenciation du produit issu de ce cahier des charges et permet, à travers cette différenciation, de faire passer non seulement des modifications de la matière première en tant que telle, mais aussi des services environnementaux qui peuvent y être associés. Ici, des bandes fleuries de bleuets pour des pollinisateurs. Alors pourquoi finalement le numérique est-il un fort enjeu des transitions agroalimentaires? D'où vient-il et où peut-il nous conduire? C'est les trois questions que je vais essayer d'aborder rapidement maintenant. La première, vous la retrouverez dans des choses que la société en question a largement diffusées. C'est une société qui produit des pesticides. Et elle était en train de réfléchir à comment elle pouvait imaginer quels allaient être ses futurs gains économiques et donc comment elle allait assurer les gains de productivité des gens qu'elle servait. Du côté des surfaces agricoles, sans avoir vraiment fait le tour, on n'est pas loin d'avoir à peu près épuisé ce que l'on peut facilement cultiver. Et donc il y avait peu de gains possibles sur cette voie. Du côté de l'amélioration génétique, il y avait encore des progrès possibles, il y en a toujours, mais autant ces progrès peuvent être fixés dans les variétés, autant ils s'expriment beaucoup plus difficilement dans les conditions au champ. Et donc là aussi, le réservoir d'augmentation de la productivité est relativement limité. Et donc face à ce constat, l'entreprise en question a misé sur un autre secteur qui avait été peu exploré, qui était de couvrir la diversité des situations. Et donc ce qu'ils disent, c'est qu'il y a beaucoup de marge de manœuvre à intégrer les différences de climat, de sol, de ravageurs et d'accès au travail d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, d'un champ à l'autre, et même dans le même domaine. Donc à l'intérieur d'une seule exploitation, il y a des grandes diversités de situations auxquelles on peut essayer d'apporter des améliorations. Et donc l'idée, c'est qu'en fait, les technologies ont suffisamment avancé pour tenir compte de l'hétérogénéité des situations de production et s'en servir comme finalement un réservoir de progrès futurs. Alors évidemment, beaucoup de personnes se sont intéressées à cette piste-là, et à titre d'exemple, j'ai juste remis le fait que Arvalis, Institut du végétal,
Et l'Institut technique qui s'occupe des céréales et maintenant des protéagineux a mis en place un système de digiferme qui essaye explicitement de tester en vraie grandeur l'intérêt de ces technologies. Un autre point qui amène à ce que le digital fasse l'objet de beaucoup d'attention dans le secteur agricole, c'est celui de l'imagination de ce que pourrait être la ferme 2025. Et derrière, il y a un certain nombre de choses qui sont incontournables et qui auront lieu de toute façon, qui sont l'amélioration des conditions de travail de l'agriculteur, la simplification de ses tâches et l'anticipation des choix qu'il doit mener afin de satisfaire les objectifs qu'il s'est fixés. Et ça, dans un contexte où s'il pouvait ne pas faire de saisie, si l'ensemble des services pouvaient être centralisés, s'il pouvait y avoir un suivi des paramètres importants et s'il y avait une forme d'interactivité avec les réseaux avec lesquels ils collaborent, eh bien tout ça serait assez porteur. Et donc un certain nombre de coopératives agricoles se sont positionnées résolument sur l'analyse des capacités que le numérique peut avoir à amener ces éléments-là auprès de ses adhérents. Alors évidemment, le numérique n'est pas utilisé tout seul. Ici, un exemple où on voit que donc on est en situation de serre, et donc il y a des maladies qui vont se développer, qui vont nécessiter quelques interventions ou changement des paramètres de fonctionnement de la serre. Et évidemment, il y a des stades où les maladies sont présentes, mais où l'infection n'est pas visible. Et il y a des périodes de latence, puis des périodes où l'épidémie se déclare. Et en général, quand l'épidémie se déclare, il va être plus difficile de contenir les quelques tâches, on va être obligé d'avoir une approche généralisée. Et deuxièmement, il se peut qu'un certain nombre de processus soient irréversibles. Et enfin, on peut être amené à utiliser des doses plus fortes pour arriver à éradiquer la maladie. Et donc tout ça prône pour des outils permettant d'avoir la détection la plus précoce possible de la présence de maladies sur les plantes. Alors, les outils d'imagerie ou d'autres capteurs peuvent être mis au service de cet objectif, et donc c'est ce que cette société propose. On voit qu'on balaye une logique qui peut aller de l'optimisation des processus existants jusqu'à un changement assez profond des objectifs que l'on souhaite atteindre à travers ces deux photos. L'une à gauche où on a l'hétérogénéité de potentiel de rendement dans une parcelle et où on peut ajuster les intrants, que ce soit la fertilisation ou l'irrigation. Et puis sur la partie droite, les ruches connectées. Les ruches connectées ont été au départ faites pour s'assurer, quand on est apiculteur, que l'on ne vous vole pas vos ruches, et ou pour savoir si elles se portent bien. Et donc au départ, les capteurs étaient essentiellement pour assurer qu'elles étaient toujours présentes. Puis les capteurs sont rentrés dans la ruche et permettent à l'apiculteur d'éviter d'avoir à faire 80 km pour s'assurer que la température interne de la ruche est bonne. On a rajouté une balance sous la ruche qui permet d'avoir actuellement sur son téléphone directement la mesure de la miellée. Plus les abeilles ramènent de choses à la ruche, plus le poids de la ruche augmente et la balance en rend compte. Et donc on peut savoir si la saison se déroule à peu près normalement. La dernière étape, c'est que maintenant on peut mettre aussi des capteurs et ou des compteurs d'abeilles qui vont permettre de mesurer directement le différentiel entre les entrées et les sorties des butineuses. Et cette information-là, elle permet évidemment de savoir si la ruche fonctionne normalement et donc elle sert à l'apiculteur, mais on voit qu'elle a ouvert un nouvel horizon qui est d'utiliser la ruche non pas pour produire du miel, mais comme un système sentinelle de l'environnement. Car des dizaines d'abeilles ou des milliers d'abeilles qui vont prospecter dans un environnement de 300 à 500 mètres autour de la ruche peuvent, à travers leur comportement, rendre compte du fait que tout à coup, un risque sanitaire majeur est en place. Et donc, des entreprises de type Cveso se sont équipées de ruches, non pas pour produire du miel, mais pour avoir un suivi de leur site industriel. On voit bien qu'à travers le numérique, on a donc changé la nature même de ce que c'est qu'une ruche et de ce à quoi elle peut servir. On est donc dans un système en rupture. Il y a donc une gradation possible entre des choses qui relèvent de l'efficience, E, de la substitution, S, et ou de la reconception, R.
Cette typologie ESR est assez utilisée dans la communauté scientifique. Ici, un exemple avec le désherbage. Si vous savez localiser les endroits où il y a des mauvaises herbes, vous pouvez rendre plus efficient le désherbage en allant aux seuls endroits où l'action est nécessaire. Si vous êtes dans la substitution, vous pouvez substituer un désherbage chimique par un désherbage mécanique ou électrique. Et donc, vous allez avoir un ajustement de votre système de culture, mais pas de remise en cause de son fonctionnement global. Et ça, c'est des robots qui peuvent s'en charger. Le troisième niveau, c'est celui d'en fait de changer considérablement le système et de mettre en place un couvert végétal pérenne dans lequel on installe les cultures et qu'on ne désherberait pas. On voit que là, on travaille sur une autre approche de la conception de ce que c'est qu'une parcelle, et ça amène des questions de rupture sur peut-on cultiver une espèce annuelle dans un couvert pérenne. On voit donc qu'il y a une gradation entre la modulation simple, un travail sur les états du milieu, et une biologie dynamique, le rapport de l'interaction entre le couvert végétal et la culture que l'on veut suivre. Et on voit qu'on a aussi un changement d'échelle entre des choses qui relèvent d'une analyse quasiment instantanée à quelque chose qui nécessite une prise en compte intégrée, notamment du risque d'érosion des sols avec le désherbage mécanique, par exemple, à quelque chose qui relève d'une trajectoire pilotée, puisqu'il peut y avoir à faire des interventions à des moments précis du cycle. Tout ça pour ouvrir l'idée qu'en fait, l'agriculture durable que l'on peut souhaiter est bâtie sur une moindre dépendance aux intrants chimiques et à la fertilisation chimique. Elle peut être incarnée par l'agriculture biologique, mais elle peut plus largement être reprise dans ce que l'on a appelé l'agroécologie, qui vise à mettre au centre des fonctionnements les fonctionnements biologiques et les processus qui y sont associés. Ici, une illustration avec une gestion de la fertilisation du blé avec le système actuel et avec le système agroécologique. Avec le système actuel, un exploitant décide de son objectif de rendement, faire 100 quintaux, et il va faire un apport de fertilisation pour atteindre cet objectif-là. Et donc, il déroule ses apports, c'est ce que vous avez en vert, avec un premier apport de 60 unités d'azote le 21 février, puis le 20 mars, puis le 20 avril. Et ce faisant, il atteint son objectif. Dans l'exemple de cette illustration, 93 quintaux hectares avec 12% de protéines, qui est ce que le marché souhaite. On peut décider d'avoir une approche différente, qui est de ne pas décider en amont ce que le blé va être capable de faire, mais de suivre en permanence sa capacité à suivre une trajectoire vers des hauts rendements, et ou, au contraire, du fait de plein d'aléas climatiques et ou de maladies, à réajuster les objectifs de rendement en cours de saison pour l'amener au potentiel qu'il peut atteindre. Dans ce cas, il faut suivre le blé comme étant notre référentiel qui va nous dire lui-même ce dont il a besoin en termes de fertilisation. Et donc, en l'occurrence, ici, le critère devient l'indice de nutrition azotée qui mesure sur le blé son degré de carence à l'état réversible. Et donc, tant que le blé n'est pas trop carencé, on peut attendre. Puis s'il envoie le signal qu'il est en souffrance, alors il faut faire un apport d'azote pour venir restaurer la situation favorable. C'est la courbe en rouge, et on voit qu'avec cette courbe en rouge, on a considérablement retardé la date du premier apport d'azote. On a à peu près laissé au même moment le deuxième apport, mais on a économisé un apport. La récolte, en l'occurrence dans ce système réduit, a été tout à fait similaire à ce que l'on pouvait attendre avec le système complet et n'a pas altéré les conditions de production. Évidemment, les chercheurs sont extrêmement intéressés à voir quelle est la généralité de ce système-là, mais ce que l'on voit, c'est que le pilotage d'un processus de fertilisation dans un contexte où le blé va avoir une constitution progressive de son rendement en cours de saison est une clé importante des systèmes agricoles de demain. Et ça nécessite évidemment d'avoir des mesures en permanence de l'état des parcelles, de l'état de stress des plantes, éventuellement des reliquats d'azote dans le sol. Il faut donc, à travers le numérique, pouvoir suivre, pour le pilotage, des transitions dans des processus biologiques qui sont par essence dynamiques. Évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques interrogations sur à qui appartiennent les données et la valeur marchande que peut avoir ce nouvel objet.
Et puis, plus largement, se posent quelques questions d'éthique quant à l'utilisation du numérique, notamment à travers le choix des algorithmes. Le premier point, je reprends ici les termes de Michel Griffon, qui est à l'ANR, a piloté 3 séries de programmes extrêmement importants sur le secteur de l'agriculture et du développement durable, qui étaient les programmes ADD, Systera et Agrobiosphère, et qui par ailleurs est le monsieur qui a inventé les systèmes agroécologiquement intensifs, c'était le nom qu'il leur a donné. Il dit à propos de l'écologie qu'on ne pourra pas faire d'écologie sans des données collectées en très grande quantité pour pouvoir assurer donc le suivi, et ça nécessitera de croiser des choses qui viennent des territoires, des robots, des drones, des satellites. La manière de faire de l'agroécologie sera appuyée par le numérique, car elle sera beaucoup plus précise et intelligente. Il n'y aura pas de bonne agroécologie sans numérique hyper développé et contrôlé par le collectif. Et il amène là une information supplémentaire qui est que l'information qui a été captée, évidemment, appartient à l'individu, mais il est aussi essentiel qu'elle reste disponible et partagée, car il y a un emboîtement des échelles entre ce qui se passe à l'échelle de l'exploitation et ce qui se passe à l'échelle des territoires. Si vous voulez, on en discutera dans les questions que vous allez me poser après. La seconde, pour vous mettre un peu concrètement le doigt sur une difficulté autour de OK, on achète un data scientist, on est une start-up et on lui fait faire du traitement de données pour vendre du service aux agriculteurs, ici de l'irrigation des parcelles à partir de capteurs. Qui vous mettez autour de la table pour décider de quand est-ce que vous allez fermer ou ouvrir l'électrovanne? Si vous demandez pour de l'irrigation en verger à quelqu'un qui vient des sciences du sol, il vous répondra, tant que je n'ai pas atteint la capacité au champ, il n'y a pas d'eau qui fuit dans le système, donc vous pouvez continuer à laisser les vannes ouvertes. Si vous demandez à un écophysiologiste des arbres, il va vous dire, tant qu'il n'y a pas de souffrance et de point de flétrissement des arbres, il faut apporter de l'eau, mais s'il y a un point de flétrissement, il faut apporter de l'eau, et dès qu'on a rempli les besoins de l'arbre, eh bien on peut s'arrêter. Si vous demandez à des gens qui s'occupent du marché, ils vont vous dire que les fruits se conservent moins bien s'il y a des vergetures à la surface du fruit. Et de ce point de vue-là, ils apprécient que les fruits n'aient pas été arrosés dans les derniers jours avant la récolte. Enfin, si vous êtes un agriculteur, vous allez avoir un quota d'eau qui va être défini par le gestionnaire du bassin versant. Et il y a un compromis entre les usages internes à votre exploitation. Quand est-ce que j'en mets plus sur ma luzerne que j'en mets plus sur mes pêchers, et à l'intérieur, entre personnes, à l'intérieur d'un même bassin versant. Et puis, il y a systématiquement eu quelques exemples où ce qui avait été prévu ne s'est pas avéré la réalité, puisqu'un préfet peut unilatéralement décider qu'on rentre en gestion de crise, qu'il n'y a plus assez d'eau et que l'irrigation est interdite. Qui avez-vous mis autour de la table pour décider de gérer avec l'algorithme l'optimisation du système? Et ce ne sera certainement pas les mêmes critères que vous allez adopter selon le spécialiste que vous avez retenu. On voit bien qu'à travers ces choix-là, on est donc sur la gestion et l'optimisation d'un bien qui est un bien individuel, mais qui est aussi un bien commun, et qu'il y a donc des vraies questions autour de la propriété de la donnée et de la responsabilité du choix qui va être accompli. Le numérique ne révolutionne pas cette question-là qui préexistait déjà avec les choix que pouvait faire un agriculteur sans numérique, mais le fait même qu'un même algorithme puisse servir de la même manière un certain nombre d'agriculteurs sur une région amène un risque de synchronisation qui augmente considérablement le risque d'avoir une mauvaise solution. Je voudrais revenir sur la chaîne de valeur, et vous en avez déjà parlé, mais la chaîne de valeur, évidemment, est ce qui va faire bouger le système. Et donc, je vais vous redonner un autre exemple où la responsabilité sociale des entreprises amène des entreprises à vouloir se distinguer. Ici, avec quelque chose qui nous a beaucoup marqué en tant qu'agronome, qui était le choix d'une société qui fabrique des pop-corns, qui était de rémunérer directement les agriculteurs sur le bilan carbone. Et l'idée qui était derrière, c'est qu'en fait, ce serait vertueux. L'entreprise en question est prête à dépenser 7% de son chiffre d'affaires sur ça, soit 500 000 € par an. Et elle espère qu'en fait, ce coût sera compensé par la capacité qu'ils vont avoir à se différencier et mieux valoriser leurs produits. Et donc, évidemment, afin de pouvoir expliquer cette démarche auprès de tous, ils ont repris l'idée du QR code qui sera attaché sur chacun des sachets pour expliquer la démarche.
On voit donc que le numérique, en fait, permet de qualifier un certain nombre de paramètres dans le système, de les quantifier éventuellement, donc de décider de seuil, et il apporte aussi une forme de certification des résultats. En fait, si le numérique marche bien, il permet de passer d'une logique d'obligation de moyens, vous n'utiliserez pas de pesticides d'origine chimique, à une obligation de résultats, vous aurez un sol biologiquement actif et où vous stockerez du carbone. Le numérique doit être au service du vivant et de la durabilité. Alors je ne peux pas m'empêcher de ne pas présenter quelque chose qui, à mes yeux, est une grande réussite de la recherche et du numérique de ces dernières années. Vous avez ici un éléphant de mer qui est équipé d'un logger qu'on lui a collé sur la tête et qui se décollera quand il va muer et qui va capter énormément d'informations et, muni d'une antenne, va en transmettre à peu près chaque fois que l'éléphant de mer atteint la surface. Et donc l'antenne est en contact, est en vision directe avec les satellites. Alors ce système-là a été mis au point au départ pour faire de l'écophysiologie des animaux, donc suivre leur fonctionnement interne pendant la plongée, puisqu'ils descendent jusqu'à 600 mètres, ce que l'on ne savait pas, et donc regarder comment bat leur cœur, et ainsi de suite. On a rajouté des accéléromètres qui permettent de savoir s'il est en train d'essayer de chasser quelque chose. On a rajouté une petite sonde qui permet de savoir quelle est la turbidité de l'eau. Évidemment, il y a des sondes de température. Bien sûr, les écophysiologistes étaient très intéressés par ça, mais ceux qui ont été les plus intéressés par cet équipement, ce sont les gens du CNES qui ont dit si vous pouviez nous rapporter 3-4 informations sur l'état de la mer à cet endroit-là, ça nous intéresserait, sa température, sa turbidité. Et donc, c'est ce qui s'est fait. Et vous avez donc sur la partie en bas à droite les points que les éléphants de mer prospectent gratuitement chaque année sur l'hémisphère sud grâce à ces équipements. Tous les pays du monde s'y sont mis. C'est une zone où on avait beaucoup de difficultés à avoir des informations sur le fonctionnement de la planète et notamment la météorologie. Et ça a considérablement amélioré le système. Le coût d'équipement de l'ensemble des éléphants de mer de la planète coûte moins cher qu'une journée d'océanographie. Et on a en permanence de nouvelles technologies. Actuellement, il y a une réflexion, par exemple, qui amène à ce que quand l'éléphant de mer atteint la surface, il lui prend 2 minutes avant de replonger. Pendant ces 2 minutes-là, si la mer est très formée, il va en permanence changer d'altitude. En revanche, si la mer est plate, il ne bouge pas. Si la mer est formée, mais n'est pas poussée par un vent constant, eh bien, l'éléphant de mer, quand il sort, va regarder dans n'importe quelle direction. En revanche, si la mer est formée dans un sens très régulier, il va se mettre comme vous, dos à la vague. Tous les éléphants de mer, en sortant, vont regarder dans la même direction. Ces informations-là permettent de savoir comment la mer est formée et comment est-ce qu'elle va affecter l'arrivée des perturbations sur l'Australie. De manière surprenante, tous ces travaux-là, qui sont extrêmement satisfaisants d'un point de vue intellectuel, s'arrêtent à l'entrée du champ. On a besoin de savoir comment les organismes utilisent les zones agricoles, comment est-ce qu'ils exploitent le milieu et à quels éléments ils sont sensibles. Donc, pour les scientifiques, il y a un énorme secteur à travailler sur comment est-ce que l'équipement d'un certain nombre d'insectes, ici un bourdon avec une antenne, peut permettre de mieux caractériser un certain nombre d'enjeux majeurs des zones agricoles, tels que la pollinisation ou des choses qui vont toucher à la qualité de l'eau ou à la fixation du carbone. Donc les perspectives pour l'ensemble d'entre nous ou d'entre vous, demain vous serez des décideurs aussi, c'est à travers le numérique de bien comprendre le fait que le numérique amène des données qui n'existaient pas à exister sous une forme visible, et rendre l'invisible visible est un moyen de pouvoir en rendre compte dans des cahiers des charges. Mon second point, c'est qu'on voit qu'on ne pourra pas travailler un bout du système sans réfléchir aux incidences sur les autres éléments de la chaîne de valeur du système agroalimentaire. Et donc, il y a des nouveaux partenariats à avoir, notamment entre sciences sociales et sciences biophysiques, lorsqu'on s'intéresse au numérique. Et actuellement, le numérique est plus trop trusté sur sa facette technologique. Et donc, il y a d'énormes travaux à faire pour ouvrir ça. Les processus biologiques sont importants.
Et enfin, la technologie digitale doit permettre de travailler sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Regardant, pour la recherche plus particulièrement, il est assez surprenant de voir que beaucoup de choses se font dans des startups, 300 startups sur le numérique en France, qui se font indépendamment de la recherche, qui a pourtant bâti son système autour de la gestion et de la compréhension des données. On est donc particulièrement absent de ce monde-là. L'homme est souvent absent des réflexions. Et enfin, le numérique, pareil dans les questions, peut changer profondément la manière de faire de la recherche, on pourra y revenir, mais les processus expérimentaux peuvent être bouleversés à travers l'utilisation du numérique. J'ai écrit tout ça dans 2 tribunes que vous retrouverez sur Internet. Je ne voulais pas passer à travers le fait qu'on était extrêmement intéressé à savoir ce que les élèves, la nouvelle génération, pouvaient penser du numérique en agriculture. Et donc on a monté au sein du GIS Relance Agronomique un concours de bande dessinée pour savoir quelle était leur vision de ce que serait le quotidien des agriculteurs dans une ère post-numérique. Et donc, un des groupes lauréats de la BD que nous avons publiée, qui s'appelle Demain l'agriculture, et que vous pouvez trouver librement sur Internet, et acheter aussi si vous voulez, c'est bien de l'acheter, on présentait une chaîne où, en fait, à travers les capteurs, on peut mesurer chez l'agriculteur la séquestration du carbone, les résidus de pesticides, la présence et l'activité des microbes du sol, tout ça rentrant dans une moulinette qui va donner un indicateur, dans leur cas, et cet indicateur apparaît directement dans l'étiquetage. Et il module le prix auquel le produit est vendu au supermarché. De plus, ils vont jusqu'à boucler le système. S'il vend des produits avec un bon indice, alors ça lui donne le droit conditionnel d'accéder à un certain nombre d'aides financières qui peuvent l'aider à couvrir d'autres évolutions de son système. Vous avez vu avec l'exposé d'avant que le numérique touchait évidemment aussi les choix des consommateurs et un certain nombre d'applications ont visé précisément à aider les gens à faire leurs courses selon un certain nombre de critères. Je ne reparle pas de ça, si ce n'est pour dire qu'évidemment, ça fait une partie intégrante du système. Et donc, je pourrais conclure en disant qu'on souhaiterait que le numérique ne soit pas quelque chose qui suggère, on ouvre simplement sur un vide, une absence, une absinthe, comme il peut l'être quand on réfléchit à des aspects qui sont simplement d'ordre technologique, mais qui l'ouvrent sur des vraies ambitions, qui soient celui d'aider à appuyer les circuits courts, l'économie partagée, le maintien de la biodiversité et ou l'évaluation du fonctionnement des régulations naturelles. Idéalement, il faudrait que ces éléments-là, qui sont des vraies ambitions, ne soient pas portés que par des barbus écolos. Voilà. Merci beaucoup Xavier. Donc je suis sur des questions. Je vois qu'il y a plusieurs mains qui se lèvent. Bonjour, merci de votre intervention. Donc moi je voulais revenir sur la technologie pour l'agriculture, la technologie numérique. Ça fait quelques dizaines d'années qu'on fournit aux agriculteurs un package pour produire avec des phytos, des engrais, des machines. Et d'ailleurs les plus grands producteurs de produits phytosanitaires se sont rendus compte qu'il y avait des changements qui s'opéraient. Et ils sont parmi les premiers à investir dans le numérique pour l'agriculture, parce qu'ils ont compris que le contenu du package devait changer, donc plutôt des drones que des phytos, etc. Moi, je me demande, face à l'épuisement des énergies fossiles et des métaux rares, comment expliquez-vous que l'on continue à aller dans cette direction ? Voilà, vous n'en avez pas parlé, il me semble. Ok. Ce que vous ouvrez là comme question, c'est ce qu'on appelle l'agriculture de précision. Enfin, c'est une des voies par laquelle ça se traduit. Les économies possibles sont importantes. L'exemple avec les drones que vous avez mentionné, si vous faites un passage de drone sur une parcelle de blé pour mesurer quels sont les besoins de fertilisation et que vous voyez qu'il y a des zones où il va falloir apporter plus d'engrais que dans d'autres, vous allez utiliser cette carte-là pour
automatiquement ajuster les apports d'engrais sur cette même parcelle. Et pour une carte qui coûte 15 € à l'hectare, les économies moyennes d'engrais telles qu'ils sont analysées pour l'instant sont d'environ 70 €. Et donc on voit qu'à travers ce système-là, l'agriculteur a fait une économie. Et pour peu qu'il puisse accéder à cette technologie et avoir une suffisamment grande surface, il est susceptible de la rentabiliser. Sans doute que le plus grand intérêt de ce système-là n'est pas tant qu'il ait diminué l'achat d'intrants, même si c'est important, mais c'est aussi parce qu'en fait, il a évité un certain nombre de pollutions dans le système et de fuites de nitrates qui, elles, sont problématiques car prises en charge par la société lorsque normalement vous payez votre facture d'eau. Globalement, les gains permis par l'agriculture de précision, l'autoguidage des équipements et ainsi de suite, est souvent donné dans une fourchette entre 10 et 15%. Autrement dit, ça ne va pas révolutionner l'agriculture, c'est de l'optimisation des systèmes existants, et c'est même une fuite en avant, puisqu'en fait, ça va permettre à des agriculteurs d'avoir des appareils encore plus grands, pour des exploitations encore plus grandes, pilotées encore plus automatiquement. Et donc, ce que je soutiens, c'est que le numérique, évidemment, peut faire ça, mais ce n'est vraiment pas ce que la société attend du numérique agricole. Oui. Du coup, moi, j'avais une question qui était vraiment un peu la même, mais comment on fait comment on arrive à mesurer le rapport coût-bénéfice au global, donc pas que en valeur marchande, parce que clairement c'est pas ça le sujet, mais vraiment environnementalement, donc les métaux rares, je veux dire, on est dans un état de d'ébriété énergétique. Je veux dire, le MTB, ça a eu un grand mal à boucler une PPE que tout le monde, sur laquelle tout le monde n'est encore pas d'accord. Là, je veux dire, l'économie du numérique, qu'elle soit ou non au service de l'environnement, c'est encore des données et des données qu'il faut traiter par des serveurs et de l'énergie. Et c'est être dépendant de satellites qui peut-être vont avoir des problèmes à l'avenir. Il y a quand même Trump qui a lancé une Space Army ou je sais pas quoi. C'est plein de questions comme ça où effectivement on voit plein d'avantages, mais on se dit comment on fait le rapport coût-bénéfice, quoi. Alors vous avez raison, je pense qu'effectivement on sous-estime absolument systématiquement le coût de l'informatique et les dépenses énergétiques faites, ne serait-ce que pour effectivement enregistrer et garder les données. De manière beaucoup plus générale, on devrait intégrer ces coûts-là qui actuellement sont payés par personne. Ce système n'est pas nouveau. On voit bien qu'on épuise gratuitement tous les stocks fossiles sans se poser jamais la question de savoir si on a légitimement le droit de le faire. Donc la question de la durabilité de notre planète, elle n'est pas seulement sur ce secteur du coût de l'informatique, elle est globalement sur l'ensemble de nos activités. Et vous connaissez combien ces critères-là sont actuellement à chaque fois dépassés plus tôt chaque année. Donc la solution mérite d'apparaître de manière urgente, car la situation effectivement devient très inquiétante. Et pour ce qui relève de la biodiversité dans les environnements, vous avez vu la baisse catastrophique des insectes et ou des oiseaux. Vous avez tous pu constater que vous n'avez pas eu besoin de laver votre pare-brise cet été, alors que vous aviez toujours fait ça. Voilà. Et donc en 40 ans, nous avons perdu 6 vertébrés sur 10. Donc pour ceux qui ont 40 ans, il y en avait 10, là il en reste 4 aujourd'hui. Et donc ça va vous parler. Et donc nous sommes dans une crise d'extinction majeure. C'est un des symptômes parmi d'autres de tous les impacts que l'agriculture et pas que elle avons sur la planète. L'année dernière, nous avons encore perdu plusieurs dizaines d'hectares, plusieurs dizaines de milliers d'hectares de terres arables. Le taux de perte de terre augmente de 9% par an, soit un département français tous les 10 ans. Donc l'agriculture n'est pas la seule responsable. L'extension des villes, l'extension des systèmes ferroviaires et l'extension des systèmes de transport contribuent aussi largement à tous ces excès. Alors pour revenir à notre sujet, c'est vrai qu'on aimerait bien que le numérique permette de caractériser tous ces autres éléments-là de performance pour pouvoir en faire des critères de décision. Et typiquement, maintenant que toutes les voitures sont équipées d'Internet, les premiers qui sont intéressés, c'est Météo France, parce que chaque fois que vos essuie-glaces vont marcher, ils vont savoir qu'il pleut à l'endroit où est votre voiture. Mais globalement, si on sait faire ça, ça veut dire qu'on peut aussi en permanence réfléchir sur les taux de consommation des véhicules. Et l'U-harmonique que j'ai mentionné tout à l'heure
a notamment mis dans son cahier des charges qu'aucun des éléments de transport qui devaient être utilisés par cette filière ne devait excéder 23 litres de kérosène, enfin de diesel au 100 km. Et bien évidemment, on peut savoir ça maintenant de manière quasi automatique à travers les équipements eux-mêmes et donc sans passer par la certification. Ça n'enlève pas effectivement la difficulté qu'on augmente notre dépendance à ces informations extérieures. Maintenant, je ne connais pas actuellement le flux de données issues de l'agriculture versus le flux des données issues de vos frigos et ou des autres équipements qui seront connectés quoi qu'il arrive. On est sur plusieurs milliards d'objets connectés demain dans notre système. Pas forcément le choix qu'on voulait. J'avais une question concernant le numérique en agriculture. Est-ce que ça ne va pas entraîner à long terme une perte de compétences en agronomie? Et parce que, à vous d'entendre, c'est comme si on va transférer la connaissance en agronomie dans des modèles très performants. Et ce qui veut dire que, est-ce qu'il va falloir une refonte de la formation en agronomie? Parce que là, c'est des profils d'agro-data scientists qu'il va falloir former. Très clairement, oui. Donc, du coup, effectivement, un peu moins agronome en étant ingénieur agronome et un peu plus data scientist et ou capable de réparer des dysfonctionnements d'informatique, ça c'est sûr. On avait posé cette question-là à la nouvelle génération, c'est intéressant, c'est la question que vous soulevez. On avait pris un cas de figure qui est celui d'une porcherie dans lequel en fait on peut suivre en permanence la température des animaux et où on peut donc identifier quels sont le nombre de cochons qui sortent de la plage que l'on considère comme normale et donc en gros qui ont de la fièvre. Et donc imaginons à un moment donné qu'il y ait 2 cochons qui aient de la fièvre, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien dans un cas, enfin dans tous les cas, on peut imaginer que quelque part sur le circuit, une barrière se met devant ces cochons-là, une autre se met derrière, et ça les pousse dans une infirmerie qui les éloigne de l'ensemble du reste des cochons. Et ça, c'est vertueux, parce qu'évidemment, s'ils sont malades, ça va éviter qu'ils transfèrent rapidement la maladie à d'autres. Et donc, nous, on trouvait que c'était plutôt bien que le numérique appuie les démarches de caractérisation de l'état de santé des animaux. Et là-dessus, on discute de ça avec nos amis hollandais, qui nous disent « Ah oui, mais moi, si j'ai cette information-là, c'est très clair. Comme j'ai le numéro d'oreille du cochon, je vais mettre automatiquement un antibiotique dans sa ration. » Et vous voyez qu'on bascule d'un système où, en fait, dans un cas, l'agriculteur reçoit l'information qu'il a des cochons malades et qui lui dit « Quand tu rentreras, passe par l'infirmerie et regarde s'il faut faire venir le vétérinaire. » On est donc dans un éleveur à qui on apporte une aide et on est dans un éleveur augmenté. Il a plus d'informations pour prendre ses décisions. Dans l'autre cas, le cochon peut être soigné tout seul sans que l'agriculteur, l'éleveur, l'ait jamais su, et auquel cas on s'est totalement substitué à lui pour prendre en charge sa santé. Actuellement, ce n'est pas clair de savoir laquelle de ces 2 voies va gagner et si elles peuvent coexister. Mais vous voyez que s'il y en a une qui marche très fort, ça va être très difficile de faire vivre l'autre. Vous aviez cité pendant la présentation je crois l'ancien président de l'INRA qui, entre autres choses, parlait de la nécessité d'avoir de l'open data, enfin des données partagées par tous dans le cadre, enfin, je suppose, de l'Internet des objets que vous avez présenté. Mais d'un autre côté, vous nous aviez dit que c'est majoritairement des startups ou des entreprises privées qui s'occupent de l'Internet des objets. Donc est-ce que, déjà, est-ce qu'il existe actuellement des chartes ou des normes pour que toutes les données soient déjà au même format, voire pour pouvoir les partager? Et sinon, est-ce que vous voyez une solution à ce problème qui va finir par se présenter? Alors ouf, je m'en occupe pas du tout, c'est un problème qui est énorme. On est dans un no man's land pour l'instant. Évidemment, on voit bien qu'il y a des réglementations qui sont en train d'être réfléchies pour se mettre en place. Ça ne pourra pas rester comme c'est là. La question de la standardisation des données pour pouvoir faire du dialogue entre machines a beaucoup avancé. Et on voit un certain nombre de consortiums se positionner autour d'un format qui permet une forme de connectivité, de cohérence. C'est clair qu'on a intérêt à éviter d'avoir à mesurer 50 000 fois les mêmes choses. Par ailleurs, évidemment, les données, pour l'instant, ne sont pas ouvertes, malgré ce que l'on dit, et il y a peu de chances qu'elles le soient spontanément s'il n'y a pas un partage des bénéfices. Et donc, les gens seront prêts à partager les données pour peu qu'ils aient un retour sur investissement. Si l'idée, c'est de se faire spolier sans le savoir les informations, eh bien, ça va être plus difficile. Maintenant, en tant que consommateur, vous savez bien qu'en fait, c'est vous le produit et que les informations que vous produisez, vous les produisez sans vraiment en tirer bénéfice. Enfin, c'est plus difficile de savoir où est votre bénéfice. Bonjour, merci pour votre présentation.
J'ai une question sur donc, la méthode de la data big data, analysis et precision agriculture. Et c'est relié beaucoup à donc, la dimension, l'échelle de la ferme que nous parlons. Donc ça veut dire que la moyenne en Europe, c'est 15 hectares pour ferme. Mais ce système-là d'agriculture de précision, ça marche plus ou moins quand les hectares ils sont plus de 100, ils peuvent être des 1000. Mais donc voilà, oui, nous avons optimisé les ressources parce qu'il y a vraiment de grands terrains. Et donc je reste tout le temps étonné quand je vois que l'Union européenne, il finance toujours beaucoup de projets sur l'agriculture de précision et des big data, quand la réalité en Europe, c'est des agriculteurs qui ont 15 hectares. Et donc voilà, j'aimerais bien savoir votre point de vue sur la question. Merci pour cette question. Il y a une grosse hétérogénéité de la taille des exploitations à travers les pays européens. Et donc la valeur moyenne de 15 recouvre des choses qui sont très différentes d'un pays à l'autre. Et notamment, il y a des agriculteurs qui ont comme agriculture comme seul métier. Il y en a d'autres qui sont sur plusieurs métiers, ce qui leur permet de vivre même avec des surfaces plus petites. Maintenant, vous avez raison sur le fait qu'effectivement, un certain nombre de ces technologies sont chères. Elles le seront peut-être de moins en moins. Et donc, elles privilégient plutôt ceux qui en auront la première utilité, donc les gros utilisateurs. On avait fait, avec la Direction scientifique agriculture l'année dernière, une analyse sur l'évolution de la population agricole française. Et nous avons constaté qu'évidemment, la disparition des agriculteurs continue avec le vieillissement de cette population-là et le non-renouvellement d'un certain nombre d'agriculteurs. Donc la taille moyenne des exploitations augmente et du coup les parcellaires sont de plus en plus éloignés du centre de l'exploitation, ce qui fait que l'agriculteur peut passer de plus en plus de temps à devoir aller observer sur ses parcelles. On voit bien que dans un système comme ça, ce n'est pas l'agroécologie qui va gagner, il va faire ce qu'il y a le plus simple possible et le plus robuste sur les parcelles les plus éloignées. En 2016, 100 communes françaises sur 36 000 ont perdu leur dernier agriculteur. Mais actuellement, il y en a 6 800 qui n'ont plus qu'entre 1 et 3 agriculteurs. Le jour où cet agriculteur part, évidemment, c'est son cousin ou une coopérative ou une industrie qui va récupérer l'exploitation de ces terres-là. Et on se doute qu'elle va faire des choses très industrielles et qu'elle utilisera les technologies de précision parce qu'elle disposera finalement de plus en plus de ces morceaux de territoire sur lesquels elle pratiquera quelque chose de très standard. Ok. Bon. Je ne sais pas, le temps que le micro monte là-haut. J'avais juste une remarque sur les fameux territoires d'innovation des PIA. Il est intéressant de voir que Orange se trouve dans 10 projets. Bah oui, tu penses. Et donc, on voit bien, bon, je ne sais pas qu'est-ce que ça suscite comme réaction, mais oui. On voit bien l'intérêt que Orange y voit en termes de perspective dans le numérique. Et en fait, dans ton exposé extrêmement intéressant et illustré, il y a eu une focalisation sur l'agriculture et tu évoques à la fin en quoi ça pourrait aussi impacter les circuits de distribution et les circuits de consommation. Est-ce que tu peux juste donner quelques éléments là-dessus, ta vision, peut-être pour compléter ces aspects-là un peu plus ? Bon, je crois que c'est le thème que vous avez traité depuis 2 jours, enfin, ou sur lequel vous allez travailler pendant 2 jours. Évidemment, la question de l'articulation des modes de production et des modes de consommation est très liée. Et on ne changera pas nos modes de production si on ne change pas les modes de consommation et réciproquement. Et donc ça nécessite qu'il y ait effectivement des informations qui balayent l'ensemble de la chaîne pour pouvoir prendre des informations en connaissance de cause. À la fois les agriculteurs pour mieux maîtriser les attentes de marché et puis à la fois donc, les consommateurs pour décider comment, à travers leur acte d'achat, ils favorisent certains systèmes de culture plus que d'autres. Ça passe à travers la question de la confiance et donc il y a effectivement besoin de s'assurer que les informations qui sont diffusées sont vraies et compréhensibles, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Et donc il y a un gros travail à faire autour de l'étiquetage, mais à travers l'exemple des étudiants, on a bien vu une possibilité d'imaginer un chaînage qui va de l'agriculteur jusqu'au produit à travers un double étiquetage. Il y a eu des choses de ce type-là qui ont été réfléchies, notamment lorsqu'on parlait des food miles, qui était le nombre de kilomètres qu'avait parcouru l'élément que vous aviez dans votre assiette.
qui était aussi, là aussi, un moyen de travailler sur la régionalisation de l'approvisionnement. Alors pourquoi les territoires sont évidemment très intéressés par ces questions-là? Parce que d'abord, ils ont des plans territoriaux d'alimentation à faire et que ça nécessite de s'assurer que l'approvisionnement sera là. Parce qu'évidemment, ils veulent en profiter pour favoriser des agricultures vertueuses sur leur territoire et donc ils sont prêts éventuellement à soutenir des cahiers des charges très particuliers. Et puis Orange, pourquoi est-ce qu'Orange est intéressé par ça? C'est parce qu'il y a une bataille très claire de savoir qui c'est qui va gagner dans le numérique. Est-ce que c'est ceux qui génèrent la donnée? Est-ce que c'est ceux qui transportent la donnée? Ou est-ce que c'est ceux qui interprètent la donnée? Évidemment, ceux qui transportent la donnée seraient très intéressés par récupérer les deux autres bouts de la chaîne pour pouvoir assurer l'ensemble du chaînage. Et donc, évidemment, Orange est très actif sur le domaine des capteurs connectés et a participé à plusieurs travaux scientifiques sur notamment les villes connectées, utilisant des technologies dont elle a la maîtrise et des réseaux haut débit ou bas débit. Actuellement, il y a quand même une grande part du territoire français qui n'est pas couvert par du haut débit. Et donc, du coup, la France a fait le choix de privilégier des systèmes bas débit, les réseaux LoRa et Sigfox. On est les champions du monde de ces réseaux bas débit. On est les seuls au monde à avoir fait le choix du bas débit pour pouvoir éviter des consommations énormes d'énergie tout en captant l'information. Ça nécessite de faire du cloud computing qui fait que les calculs sont faits au niveau de chaque capteur et que seule l'information essentielle est envoyée dans le système. J'avais une question sur la place des grands groupes privés dans le numérique en agriculture. Parce qu'on remarque que des entreprises comme Microsoft se sont lancées dans le numérique en agriculture. Et donc, sachant qu'il y a plein de données qui sont soumises à des secrets statistiques, qu'en sera-t-il à l'avenir? Bon, bah, vous avez vu ça avec Amazon. C'est sûr que les gros, les GAFA ont tout à fait intérêt à tenir entièrement ce marché qui va leur permettre de garder une avance sur tous leurs autres concurrents. Et évidemment, leur capacité à absorber toutes les innovations est très forte. Et donc, certainement qu'une des positions actuelles des nombreuses startups n'est pas d'exister en tant que telles, mais d'intéresser suffisamment les grands groupes pour se faire racheter. Et on sait qu'avec les gains de productivité qu'elles apportent, de toute façon, 8 startups sur 10 auront disparu d'ici 10 ans. Et donc, c'est sûr que les gros acteurs vont être une des cibles privilégiées des startups. Donc, les startups, elles ne travaillent pas forcément pour rendre service à un utilisateur final, mais elles peuvent aussi essayer de se positionner par rapport à un savoir-faire qui leur permet de faire évoluer leur entreprise. Merci beaucoup, Xavier.